Mes jeunes années, dans la... Tout a commencé sur le terrain de Cancarpiquet, à l'aéroclub Les Ailes du Calvados, alors que j'avais 16 ans. Voilà les ailes du Calvados. Les ailes du Calvados, que nous les avons connues il y a 60 ans. Voici le hangar où étaient garés nos avions. On a sorti le PA-11 FBFMH, sur lequel mon moniteur Pierre Brohan m'a donné le baptême de l'air et que j'aurai souvent l'occasion de piloter par la suite. Mais pour commencer, mon avion école a été le FBBQZ, surnommé le QZ, un Piper J3 de 65 chevaux. Se familiariser avec le tableau de bord n'est pas un problème, car il est des plus succincts. Un indicateur de vitesse, un compte-tours, une bille, un compas, un altimètre et un cadran indicateur de pression et de température d'huile. Et évidemment, pas de radio. On a la main gauche sur le throttle, c'est-à-dire la manette des gaz, la main droite sur le manche et les pieds sur les palonniers. La jauge à essence est cette tige métallique juste en avant du pare-brise et qui plonge dans le réservoir au travers du bouchon de remplissage jusqu'à un flotteur en liège. Avec ça, on sait s'il y a de l'essence ou pas, mais entre les deux, c'est le flou le plus absolu. Pour les premières leçons de pilotage, le moniteur donne ses instructions à son élève. Et puis, c'est le démarrage à la main, car il n'y a pas de démarreur et d'ailleurs pas d'électricité à bord. L'installation dans le J3 est assez acrobatique et requiert une certaine souplesse. Le moniteur occupe la place avant, alors que l'élève se trouve en place arrière, car c'est en place arrière que se pilote le J3. De cette place arrière, on ne voit pas devant soi lors du roulage au sol, de sorte qu'on se dirige vers la piste en faisant des zigzags. Et on arrive sur la piste, une piste en herbe, car le J3 s'y sent beaucoup plus à l'aise que sur le bitume. Manette des gaz à fond, et le J3 prend mollement de la vitesse. Le moniteur garde les mains sur la manette des gaz et sur le manche pour corriger les écarts de son élève. Et à 60 km/h, le Piper décolle pour accélérer jusqu'à sa vitesse de croisière, 115 km/h. On va apprendre à maîtriser ce joli poussin jaune. Montée, descente, virage vont s'enchaîner pendant les premières leçons. Et puis ensuite, on va passer aux atterrissages et on va s'en avaler des quantités avant d'arriver à se poser en douceur. Au début, on fait boum et encore boum boum avant de se stabiliser au sol et de remettre les gaz pour une nouvelle série de tours de piste. Il faut dire que le J3 s'est spécialisé dans les booms et qu'il rebondit avec une obstination déconcertante. Tout concourt à cela. Il a des gros pneus ballons, ses amortisseurs sont des sandaux et en plus, cet équipement rebondissant est situé en avant du centre de gravité, de sorte que si on touche la piste avec un tout petit peu trop de vitesse, cet impact avec le sol vous renvoie en l'air pour quelques autres booms.
Et on est reparti une fois de plus. Cette fois-ci, c'est presque parfait. On a fait un bel arrondi, c'est-à-dire que petit à petit, on a cabré l'appareil pour casser sa vitesse et toucher le sol en douceur. Can make the darkness bright. Là aussi, ce n'est pas mal du tout. C'est en tout cas le verdict du moniteur qui juge son élève capable de partir tout seul et qui descend donc de l'avion. C'est ce qu'on appelle le lâcher, moment mémorable dans la vie d'un pilote où pour la première fois, il va se retrouver tout seul en l'air, sans bouée de secours. Sans plus personne à l'avant, l'apprenti pilote va s'aligner sur la piste, mettre les gaz et décoller, partagé entre la fierté et un petit pincement d'appréhension au cœur. When you hold my hand, I Pas de doute, maintenant il va falloir le poser ce fichu avion. Le premier atterrissage en solo est un modèle de perfection. Et on repart pour faire encore 2 ou 3 tours de piste. only you can make. Aux ailes du Calvados, nous avions 3 pipeurs, ce qui nous permettait de voler en escadrille ou de faire des simulations de combats aériens. Mais la tentation suprême, dans ces petits J3, surtout lorsqu'il fait chaud et qu'on peut voler la porte ouverte, c'est de faire du razmut. On respire alors à plein poumon la bonne odeur des balles de foin ou celle des vaches ruminant dans leurs prairies. D'ailleurs, rares étaient les vols où on ne se posait pas dans un champ. Même une fois, dans un champ de blé en herbe, trop haut pour qu'on puisse redécoller, et il avait fallu passer dans une pâture voisine pour décoller au milieu des vaches. Mon copain Jean-Claude, habitant d'un petit village près de Caen, ne comptez pas sur moi pour vous raconter les fois où je l'ai ramené chez lui avec le Cusette. Une fois, pour rendre visite à un copain et se faire offrir un café, on s'est posé à côté de chez lui sur un chemin traversé par une ligne électrique. Une autre fois, par temps brumeux, on allait à Falaise, dont le terrain d'aviation est en herbe et se confond donc avec les prairies alentours. Ne le trouvant pas dans la brume, on s'est posé près d'un village pour aller demander notre chemin au bureau de tabac du coin, au buraliste qui nous expliquait qu'il fallait tourner à droite, puis à gauche, et puis encore. On a déclaré que finalement, on irait tout droit s'il voulait bien nous indiquer seulement la direction. Du coup, on a dû passer pour des fous. Le J3 est tellement maniable qu'on fait tout avec ce petit avion, même se poser sur un 4x4, mais là, c'est un exercice réservé aux professionnels lors des meetings aériens. Aujourd'hui, le Cusette a toujours bon pied bon oeil et fait partie de la flotte de l'aéroclub Pierre Trébode
à Saint-Cyr-l'École, ce qui lui confère le privilège de survoler le parc du château de Versailles à chacun de ses vols, puisque ce parc jouxte le terrain de Saint-Cyr. De passage dernièrement à Saint-Cyr-l'École, j'ai pu rendre visite au Cusette dans le hangar de son aéroclub. L'ingrat a fait celui qui ne me reconnaissait pas. C'est vexant, non? Mon petit Cusette est toujours à la maison, mais sous forme d'une maquette au 1/5 accrochée dans notre salon. Maintenant que les bases du pilotage sont acquises, il faut passer à l'apprentissage de la navigation à une époque où on n'avait à bord pour seule aide qu'un compas magnétique. Et c'est à bord de l'Auster que cet apprentissage va commencer le 26 février 1961. L'Auster est un appareil quadriplace mu par un moteur de 135 chevaux, plus rapide que le Cusette, mais pas un cheval de course quand même. Et on va enchaîner les navigations jusqu'à la plus longue de 3h45 le 21 mai 1961 qui nous mènera en Bretagne avec atterrissage à Quiberon. Deux jours plus tard, le 23 mai, je pars seul à bord de l'Auster pour faire le circuit probatoire permettant l'obtention de la licence de pilote. Première branche du circuit, Caen-Granville. Deuxième branche, Granville-Bernay. Troisième branche, Bernay-Deauville. Quatrième branche, Deauville-Caen. À chaque étape, il faut se poser et faire tamponner son carnet de vol. Retour sur le terrain après ce circuit de 3 heures de vol et une navigation précise, car un camarade faisait en même temps que moi ce même circuit, mais en sens inverse. Et nous nous sommes croisés à peu de distance l'un de l'autre sur la branche Granville-Bernay. Donc, épreuve réussie, qui m'a valu la délivrance le 9 juin 1961 de la licence de pilote privé d'avion. Après le J3 FBBQZ, le PA11 FBFMH, l'Auster FBHCO, c'est la prise en main du PA12 FBCPP. Le PA12 a l'architecture des autres pipeurs, mais c'est un triplace. Le pilote a son siège à l'avant et les deux passagers se partagent une banquette à l'arrière. Et le 11 avril 1962, prise de contact avec le Stamp SV4 qui équipait à l'époque l'armée de l'air pour la formation de base des pilotes militaires. À bord du Stamp avec Jean-Claude. Le Stamp était et reste toujours une référence en matière de pilotage, tant il est pointu et tant il se pilote sur une tête d'épingle, de sorte qu'on peut le placer dans l'espace au millimètre près. Faire le plein exige de prendre de l'altitude. Comme sur les avions de l'époque, le démarrage se fait à la main. Pour partir en Stamp, il faut s'équiper. Serre-tête en cuir, lunettes, un bon blouson et un parachute obligatoire pour la voltige.
C'est folklorique, mais ce n'est pas du cinéma, car on va voler à l'air libre, la tête dans le vent. Dans les années 60, le Stamp était l'avion de voltige par excellence et servait donc de monture aux meilleurs voltigeurs professionnels. À l'Aéroclub, nous avions la chance d'en avoir deux, le FBCFF et le FBDNN. C'est à bord du FBCFF que j'ai fait ma formation de voltige en apprenant les figures classiques, looping, tonneau, mise d'eau, renversement. Mais même voler en ligne droite en Stamp procure des sensations fabuleuses. Tenir entre ses mains les rênes de ce cheval fougueux, prêt à se cabrer au moindre geste, entendre le bruit du vent vous siffler aux oreilles et se mêler au pétaradement sourd du vieux moteur Renault, c'est quelque chose d'unique. C'est toujours avec regret qu'on se pose après un vol enchanteur. Le dernier plaisir est de faire une PTU, c'est-à-dire d'aborder la piste de pied en glissant sur le côté. Le second Stamp de l'Aéroclub, le FBDNN, vole toujours, mais il a troqué son vieux moteur Renault de 4 cylindres en ligne contre un moderne Lycoming de 4 cylindres à plat. Un crime. Oui, mais il faut dire que les mécanos passaient plus de temps à soigner cette mécanique capricieuse que nous à la faire voler. Ma monture suivante, en mai 1962, sera le Nord-Écrin pour passer ma qualification train rentrant. Un poème, ce train rentrant. Il était entraîné par une vis sans fin et il fallait pomper une 50aine de fois pour rentrer le train et autant pour le sortir. Mais ceci mis à part, c'était enfin un avion moderne avec une sacrée jolie petite gueule. Voyage dans l'infiniment petit. Après le Nord-Écrin, je m'offre un petit vol à bord du Druine turbulent d'un copain. Le moteur de coccinelle fait pète 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 pète. On a l'impression d'être sur un Solex. Là, pas question de prise en main avec un moniteur, il faut se débrouiller tout seul. Même chose avec le bébé Jodel, à bord duquel je me lance ensuite. Ces petites machines sont très plaisantes à piloter et on ne se trompe pas beaucoup en ayant l'impression d'être aux commandes d'un gros joujou. Watching my dream turn into a... Le brevet élémentaire des sports aériens, BESA, m'a permis de décrocher une bourse pour faire gratuitement une formation sur planeur. C'est à bord du Castel C25S biplace que je prends mes premières leçons avec un moniteur. On est tracté par un antique Morane Saulnier MS 317. Après cet apprentissage, je fais encore quelques vols
aux commandes du monoplace Nord 1300, en me payant même une fois un atterrissage aux vaches, c'est-à-dire dans un champ, car j'avais dû larguer prématurément mon câble de remorquage en voyant que le MS 317 qui me tractait peinait anormalement dans de violentes turbulences de relief. Ces aventures aéronautiques ont connu un entracte en 1965 et mon carnet de vol est resté en sommeil pendant 20 ans, soit jusqu'en 1985, date à laquelle j'ai repris le pilotage à bord d'un Morane Saunier MS 880 Rallye, avec quelques séances de remise en jambe avec un moniteur. Xavier m'a accompagné dans cette aventure et a lui aussi passé alors sa licence de pilote avion. Je suis ensuite passé sur le TB10 pour apprendre à manier l'hélice à pas variable et le volant au lieu du manche. Le Socata TB10 est un 4/5 places de 180 chevaux qui croise à 100 nœuds, soit 185 km/h. C'est une grosse machine pataude, mais qui offre un confort remarquable. Un jour où il ne restait sur le parking de l'aéroclub que le DR400, je me suis risqué à monter à son bord et à faire un petit vol avec, afin de découvrir cet avion tellement répandu, mais qui était jusqu'alors inconnu pour moi. Il s'est révélé être une très bonne petite machine, tout à fait docile. J'ai ensuite fait l'acquisition du FGE-PH, un Piper PA28 Turbo Arrow. Voici son clone au décollage. Il accélère maintenant pour atteindre sa vitesse de croisière de 250 km/h. Le Turbo Arrow est un vrai petit liner et avec son hélice à pas variable et son train rentrant, il a tout comme les grands. Seule une hôtesse de l'air manque à son bord pour servir le champagne. D'ailleurs, s'attaquer à plus gros que lui ne lui fait pas peur. On accède à bord par une portière et un généreux coffre à bagages occupe l'arrière de la cabine. C'est un quadriplace offrant tout le confort d'une limousine. Son tableau de bord comporte tous les instruments nécessaires au vol et à l'atterrissage sans visibilité. Voici mon FGE-PH, une fois vendu à un Belge qui l'a repeint avec des couleurs fades et l'a immatriculé en Belgique sous les lettres
OO-DFB. Mon avion suivant a été le RF-6B, immatriculé FGADL. Son petit moteur Rolls-Royce l'emmenait à 160 km/h. Et on arrive au Slingsby T67 MMK2 avec son immatriculation hongroise Hotel Alpha Whiskey Alpha India, autrement dit Hawaï. Il a été l'avion de formation au pilotage et à la voltige des élèves pilotes de la RAF jusqu'en 2008. Ainsi, il a formé un élève illustre en la personne du prince Harry. Le T67 est un biplace, moteur Lycoming de 160 chevaux, hélice à pas variable, vitesse de croisière 220 km/h. À l'aérodrome de La Rochelle, il était connu sous le surnom de le Petit Jaune. Il ne comptait pas ses vols sur l'île de Ré voisine, qu'il atteignait en 2 coups d'aile, parfois pour y faire quelques cabrioles, comme par exemple ici, un petit looping devant le bois-plage sur la plage des Golandières. Ou encore un petit tonneau sur cette même plage. On rentre à la maison en longeant le pont de l'île de Ré. Mon petit Slingsby menait une vie bien paisible jusqu'au jour où il a vu arriver un intrus venu d'Irlande et qui s'est installé à côté de lui sans même lui demander son avis. Le pire, c'est qu'il ronflait la nuit et même en mettant un bonnet de nuit insonorisé, impossible de fermer l'œil. Et puis un jour, un Anglais est arrivé avec une bouteille de pinard et mon patron m'a dit que j'allais partir avec lui en Angleterre. Du coup, j'ai fait la grève de la faim et j'ai tellement fondu que vous ne me reconnaîtriez pas. Et voilà que l'intrus a pris ma place dans le hangar, comme son nom est écrit dessus. Un coup, ils avaient tous le dos tourné, je suis allé voir en douce. Eh bien, c'est un Tampico. Ce nom ne m'est pas inconnu. Il paraît que c'est un TB9 produit par la Socata et qu'il a le même moteur que moi, un Lycoming de 160 chevaux. Le même moteur, ça crée des liens. Dommage que je parte en Angleterre, car on aurait peut-être pu s'entendre. Évidemment, avec mon physique de rêve
Je suis mal placé pour juger. Mais quand même, il a l'air pas mal, le nouveau. Et puis, mine de rien, ça a l'air grand là-dedans. Mais enfin, c'est pas le tout. Il va falloir voir si ça vole. Mais oui, ça vole. Et ça vole même très bien, le Tampico. Alors, récapitulons. J3, PA11, PA12, Austère, Stamp, Nord-Écrin, Turbulent, Bébé Jodel, Rallye, DR400, TB10, Piper Turbo Arrow, RF6B, Slingsby, Tampico. Bah oui, ça fait 15. Allez, on arrête là. Alors envoyez le générique de fin.